Parce qu'il n'y a pas de régulation des médias dominants, des grands médias, il n'y a pas de système de régulation. Donc chacun fait ce qu'il veut. Il y a des grands médias privés qui défendent les intérêts du pouvoir économique et de leurs patrons, et c'est relativement normal. Il y a aussi des grands médias publics qui défendent le point de vue du pouvoir politique. Et comme le pouvoir politique ici est en ce moment en tout cas depuis de nombreuses années, est très influencé ou très lié au pouvoir économique, ils défendent eux aussi les intérêts du pouvoir économique, donc les intérêts des grandes multinationales ou des multinationales françaises ou des grandes entreprises françaises. Et ils sont structurellement, ces grands médias, conservateurs. Ils ne veulent pas que ça change, ils veulent que les choses restent en l'état. Tout ce qui peut changer, tout ce qui peut être révolutionnaire, les effraie ou en tout cas est méprisé. C'est très net ce système on prend quelques divergences, faut-il supprimer 100 000 emplois dans la fonction publique ou 150 000 ou 400 000, mais tout le monde est d'accord pour supprimer les emplois dans la fonction publique. Et le débat ne porte que sur faut-il en supprimer 100 000, 150 000 ou 400 000, tu vois. Donc, et on fait croire que là, il y a un vrai débat de société. Alors qu'en réalité, non, il y a le même point de vue, à quelques nuances près, et on écarte la possibilité qu'un candidat dise sérieusement, non, il faut plus de fonctionnaires, notamment dans tel ou tel domaine. Bon, ça paraît aberrant et c'est donné comme aberrant. On prend par exemple le cas de la sécurité sociale. Aujourd'hui, cette idée ne pourrait pas... il n'y aurait pas de majorité pour voter la sécurité sociale aujourd'hui. Parce que c'est une idée qui est tellement apparentée à du communisme, tu le vois dans le film de Gilles Perret, La Sociale, que si un homme politique portait cette idée aujourd'hui lors d'une campagne électorale, il passerait pour un dingue. Les médias le feraient passer pour un dingue, pour quelqu'un qui n'a rien compris, pour quelqu'un qui est totalement farfelu. Tu vois. Mutualiser les risques de santé, non mais ça va pas, c'est pas la mode, c'est pas dans l'air du temps. Donc voilà quelque chose. C'est pour ça que l'histoire est toujours subversive, parce que l'histoire elle rappelle qu'on a pu faire certaines choses. Donc si on a pu les faire, on peut encore les refaire. On pourrait les réimaginer aujourd'hui, les refaire aujourd'hui. Et ils sont ahistoriques ces grands médias. Ils ne rappellent jamais que ça s'est produit dans le temps ou dans d'autres pays. Non, moi je ne suis pas du tout dans une... comment dire, je ne crois pas du tout à la théorie du complot. Il n'y a pas de grand organisateur. Pour des raisons sociologiques, simples. Quand les patrons de médias, quand les responsables de l'information sont passés par les mêmes écoles, donc ont appris à penser pareil, qui sont les écoles des élites, qui sont Sciences Po en France, l'ENA pour les politiques, quand on vit dans les mêmes quartiers, quand on a un train de vie similaire, des salaires relativement élevés, en tout cas pour les responsables de l'information, on parle bien des responsables de l'information, pas des journalistes de base, ceux qui décident en définitive des orientations éditoriales des journaux. Il y a donc là une homogénéité sociologique qui fait que ces gens-là finissent par être une classe sociale très homogène. Il y a très peu de représentants des classes populaires, très peu de gens qui vivent dans des quartiers populaires. Donc la vision du monde qu'ils ont et qu'ils reproduisent, c'est celle de la bourgeoisie. Et ils défendent les intérêts de la bourgeoisie. Mais il n'y a pas besoin d'un grand organisateur, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va nous dire il faut agir ainsi et ainsi, pas du tout. Ils le font spontanément, naturellement, ça va de soi. Ils défendent leurs intérêts, ils défendent les intérêts qui sont ceux de la bourgeoisie, puisque ces grands médias sont les responsables, les dirigeants, ne sont pas des membres des classes populaires, ni même des classes moyennes, ce sont des gens qui participent de la vie de la grande bourgeoisie. Alors, il peut y avoir des médias, des multiplications de médias indépendants. Ça serait très bien qu'il y ait plus de médias indépendants, notamment des médias audiovisuels. Mais on part avec un tel retard que je pense qu'une modification radicale et une possibilité de pluralisme dans ce pays passe d'abord par l'interdiction de certains médias. Moi, je pense qu'on a tellement entendu certains se répandre dans l'espace public, sur TF1, sur France 2, sur M6, sur Canal+, sur les stations de radio, qu'il faudrait dire, bon stop, là, ça va, on vous a entendu depuis 50 ans, depuis 30 ans, votre prêchi-prêcha, votre petite musique, on l'a déjà entendue, maintenant on va essayer d'en entendre d'autres pendant 10 ans, et après on pourra peut-être vous réentendre et discuter les uns les autres. Mais je pense qu'il faut passer par des phases d'interdiction. Et ça, c'est que la puissance publique qui peut dire, bon, stop, TF1, vous avez France 2, vous avez raconté les mêmes choses, France Inter, RTL, Europe 1, vous avez dit les mêmes choses depuis des années. Maintenant, c'est bon, on a compris, le néolibéralisme, l'atlantisme, ça, on a compris, on écoute d'autres points de vue, minoritaires, dissidents, hétérodoxes, hérétiques. Et quand ces points de vue seront
entendu, on pourra à nouveau rediscuter à armes égales. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc il faut des mesures d'interdiction, des mesures de régulation de ce type-là. Moi je pense que sans cela, simplement fabriquer des nouveaux médias sur Internet ou des médias indépendants, ça ne suffira pas pour faire entendre d'autres sons de cloche que les sons de cloche dominants. Dans le domaine des idées, il y a certaines idées qui n'ont pas de droit de citer. Donc si on veut les entendre, il faut peut-être des mesures autoritaires qui permettraient d'entendre des sons de cloche qui sont aujourd'hui inaudibles. Et ça passe probablement par des mesures coercitives, ça passe par des interdictions, ça passe par... Vous nous pompez l'air avec vos idées, donc pour ne pas nous asphyxier, il faut qu'on vous stoppe à certains moments, qu'on vous empêche de nous pomper l'air. Donc on en a marre de respirer cet air vicié. Donc si on veut respirer un air pur ou un air plus pluraliste, je ne sais pas comment l'appeler, il faut que ces gens cessent d'être omniprésents dans l'espace public et leurs idées cessent d'être omniprésentes dans l'espace public. Voilà. C'est aujourd'hui l'atteinte à la liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression, il y a seulement certaines expressions qui sont autorisées. Donc c'est aujourd'hui l'atteinte à la liberté d'expression. C'est en ce moment, c'est ce qui se passe en ce moment. Dans l'espace public, certains points de vue sont interdits. Mais lorsque des tentatives ont été faites de créer des médias qui ne sont pas forcément des médias indépendants, qui sont des médias publics ou liés au gouvernement, comme c'est le cas en Équateur, au moins on entend 2 sons de cloche. Et ça c'est déjà pas mal, parce qu'en France on n'entend qu'un son de cloche. Quand on regarde le journal télévisé, que ce soit sur TF1, France 2, La 3, Arte et compagnie, on entend le même son de cloche.